Bonsoir à tous, on est parti pour 1 heure de jeu pour vous montrer tout ce qu'il s'est passé au cours de cette 6e journée de Raiffeisen Super League. Elle a livré son verdict, cruel en l'occurrence pour Neuchâtel Xamax, battu à domicile par le FC Saint-Gall sur le score de 3-2. Une nouvelle défaite donc pour les hommes de Michel de Castel et de Stéphane Anchaud qui restent et qui sont toujours donc lanterne rouge du classement de Super League. Beaucoup de déception, vous le voyez sur les visages neuchâtelois qui avaient donc pourtant ouvert la marque. Ils étaient ensuite revenus à 2 partout et ils ont finalement encaissé le 3-2 final et définitif dans les dernières minutes de jeu. On y reviendra donc dans le détail tout à l'heure. Cette prochaine heure, on va donc la passer en compagnie de notre consultant Claude Gross. Bonsoir Claude. Bonsoir Mike. Loïc Refait de la rédaction de Télé Club. Bonsoir Loïc. Bonsoir messieurs. Et Jean-Pierre Nsamé, l'attaquant de IB. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Un homme heureux, j'imagine, parce que cette semaine, elle a été assez spéciale pour les joueurs de IB. Oui, très heureux. On est tous très heureux au club et ça a été vraiment une semaine formidable avec déjà la qualification, le tirage et puis cette nouvelle victoire en championnat qui nous fait énormément de bien au vu des résultats de cet après-midi. Alors, la qualification, le tirage, on va en parler en deuxième partie d'émission, évidemment. Et puis, le match que vous avez disputé à Sion hier et que vous avez gagné, eh bien, on va aussi le voir dans le détail. Mais on va tout d'abord commencer avec vous, Loïc, avec ce match entre Lugano et Zurich qui s'est tenu hier. Oui, exactement. On va le voir rapidement avec Lugano qui voulait absolument accrocher sa première victoire de la saison au Cornaredo. Et à noter encore Hassan Cizé, l'attaquant vedette de Lugano, parti pour Zurich durant la semaine. Gentleman Agreement oblige, il n'est pas aligné sur le terrain hier après-midi. Et c'est les Tessinois qui vont s'imposer grâce à ce but de Miroslav Kovilo. Le demi-défensif place sa tête sur un corner botté par le capitaine Jonathan Sabatini. Lugano signe sa première victoire, tandis que Zurich n'a pas gagné depuis 4 matchs, Mike. Oui, petit match du côté du Cornaredo hier avec peu d'actions de but. Et cette victoire donc finalement pour Lugano, elle était importante parce que l'entraîneur Abascal était un peu sur la sellette. Alors, le FC Sion, lui, il recevait donc, il avait la lourde tâche de recevoir Young Boys hier à Tourbillon. Et on était très déçus, non seulement par le résultat, Loïc, mais aussi par la manière, par le jeu présenté par les Valaisans. Oui, alors que ça devait être une fête, puisque c'était les 50 ans du stade de Tourbillon. Et bien sûr, les supporters avaient préparé des animations. Adrian faisait son retour, le milieu offensif du FC Sion. Mais rien ne s'est passé comme prévu. C'est IB qui a surfé sur sa bonne dynamique après la qualification en Ligue des Champions. 14e minute, Kouassi, trop passif face à un Bertonnet qui en veut. Décalage pour Fasnacht qui fait le geste juste. Le pressing très haut d'IB permet d'être dans des conditions idéales pour Christian Fasnacht. On revoit la bonne passe de Bertonnet, le 3e but de Fasnacht cette saison. Alors de jeu Adrian, et là c'est le tournoi du match à l'occasion de fêter son retour de blessure sur penalty. Il séance et on voit un missile en tribune, penalty complètement loupé d'un Adrian très en deçà de son niveau samedi après-midi. IB va même doubler la marque en toute fin de match. Fasnacht a tout le loisir d'ajuster un tir précis au premier poteau. Il signe un doublé et rejoint Guillaume Moiron au classement des buteurs avec 4 réussites du côté d'IB. Sion boira même le calice en toute fin de match jusqu'à la lie. Il le boira. Ulysse Garcia qui venait d'entrer touche son premier ballon. Et ses buts, superbe frappe enroulée. Fickencher ne peut rien faire. Cela n'a pas fonctionné hier à Tourbillon. Si on n'a jamais été en mesure de porter le danger devant la cage de David von Balmos, Claude, si on aurait dû profiter des hauts de la semaine d'IB pour peut-être jouer sur un contre-coup, finalement, mentalement, on n'y était pas. Oui, c'est ça, c'est au niveau de l'agressivité. Je pense que si on n'a pas répondu présent, effectivement, peut-être que IB, s'il y avait eu un peu plus d'intensité avec les émotions de la semaine, la fatigue, peut-être que ça aurait été jouable. Mais là, dans ces conditions, j'ai l'impression qu'IB a fait un match vraiment tranquille et que à la fin, ça solde par 3-0 sans voir vraiment, si ce n'est le penalty et une action une volée des mois. Casami en fin de match, vers la fin de match, qui aurait pu égaliser à ce moment-là, mais sinon, c'était très pauvre. Décevant le FC Sion, très clairement. Par contre, pour IB, tout roule. C'est vrai que c'est un début de saison incroyable. 6 matchs, 6 victoires. On a l'impression qu'en ce moment, il n'y a rien qui peut vous arriver. En ce moment, oui, c'est vrai, mais on fait un peu le même début de saison que l'année dernière sur les premiers matchs. Et on connaît l'importance des premiers matchs, en fait, de pouvoir les gagner. C'est ça qui lance une saison.
Et là, on est en train de surfer finalement sur tout ce qu'on a déjà mis en place depuis la saison dernière. On a beau essayer de chercher, on n'arrive pas à trouver un point faible à cette équipe actuellement. Ben, on sait toujours que quand tout fonctionne, quand tout marche, je dirais le point faible, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, de penser que tout va être facile et que tout va être accessible parce que tout tourne dans notre sens. Mais nous, on n'est pas comme ça. C'est justement, on est revenu avec cette même fin qu'on avait la saison dernière, ce qui nous permet, même quand c'est difficile, comme Sion, on sait que ce sont des matchs qui sont difficiles. Et au final, on arrive à mettre tous les ingrédients de notre côté pour remporter. On aurait pu penser qu'il y aurait une petite décompression de votre part, parce qu'effectivement, il y a eu cet ascenseur émotionnel pendant la semaine, et ça aurait été finalement légitime de voir un IB un tout petit peu en dessous, et peut-être de voir Sion en profiter. Alors c'est que Sion était décevant, mais vous, voilà, vous avez complètement maîtrisé votre sujet. Vous étiez là, vous êtes vraiment dans une opération commando où vous terrassez tout sur votre passage. Oui, c'est un peu ça. C'est qu'on sait que pour gagner nos matchs et pour, entre guillemets, essayer de se rendre les matchs plus faciles, on doit d'entrée mettre tous les ingrédients de notre côté, tout ce qui fait notre force. Et tout ce qui fait nos forces, en fait, c'est ça. C'est les ingrédients qu'on met et qu'on sait qu'à partir du moment où on est à 80-70%, ça ne passera pas. Donc, on a faim, on a envie de gagner, on a envie de continuer à avancer, de continuer notre parcours. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour que ça tourne dans notre sens. Claude, ils sont inarrêtables, les Bernois, dans ce championnat. En tout cas, en ce début de saison, ils sont incroyables. Actuellement, ouais, ils sont complètement incroyables. Ils sont sur ce qu'ils ont montré la saison passée. Il a tout résumé. C'est là qu'il faut être vigilant. C'est quand tout va bien, et il faut faire attention à ne pas se relâcher ou qu'il y ait un grain de sable qui vienne gripper la machine. Et après, c'est toujours compliqué. Mais là, il y a une telle marge de manœuvre qu'on ne voit pas comment cela pourrait arriver, en fait. Ce qui me surprend le plus, vous parlez de marge de manœuvre. Hier, vous menez 1-0. Vous décidez de reculer un petit peu plus en deuxième mi-temps, en tout cas de laisser la possession du ballon au FC Sion. Finalement, il y a une telle confiance que vous pouvez vous permettre de prendre ce genre de risque ? Non, je pense qu'après aussi, ça dépend du match, parce qu'on ne peut pas toujours être à 100% tout le match. Donc je pense qu'aussi, il y a aussi le phénomène qu'on a peut-être aussi ressenti le voyage, le déplacement, les émotions qu'il y a eu pendant la semaine. Il y a un peu de fatigue aussi. Donc c'est là aussi qu'on arrive, en fait, tous ensemble à faire le dos rond, à souffrir ensemble, en fait, pour laisser passer justement cette pression de l'adversaire et ce moment fort de l'adversaire pour pouvoir ensuite repartir de l'avant. Donc, et c'est vraiment ça, sur cette période-là, où on a vraiment fait le dos rond, on a accepté de souffrir ensemble, et puis par la suite, en fait, de pouvoir, en quelque sorte, mieux contrer et mieux jouer après. Donc c'est vraiment ça, en fait. On est tous prêts, en fait, à souffrir pour l'équipe et à souffrir pour son partenaire. Donc c'est ce qui fait notre force aussi. Il y a comme un petit bémol, Jean-Pierre Nsamé, à titre personnel. Oui. Vous ne jouez pas beaucoup, malheureusement, depuis le début de la saison. Waro, il est indéboulonnable. Assalé, il a été blessé. C'est Ngamaleu qui en a profité. Et là, vous vous retrouvez quand même un tout petit peu mis de côté. Oui, après ça, c'est le lot de toutes les grosses équipes. Donc moi, je suis très tranquille de ce côté-là. Je continue à travailler et à progresser. Et puis, j'essaie de profiter au maximum des minutes que j'ai. Jusqu'à maintenant, j'ai plutôt bien répondu sur le terrain en marquant 2 fois pour l'instant. Mais voilà, on a un groupe qui est fort, on a des joueurs de qualité, donc on continue à travailler. Le tout reviendra. Voilà. Cette qualification en Ligue des Champions, vraiment à titre personnel, est-ce que vous l'avez vu aussi sous un œil en vous disant, et voilà, peut-être qu'avec cette qualification, il y aura plus de partage de temps de jeu, je vais pouvoir en profiter ? Oui, parce que forcément, il y a beaucoup de matchs. Il y a des matchs qui vont s'enchaîner, il y aura des rotations. Donc forcément, je pense que tout le contingent va être utilisé justement pour pouvoir aussi permettre à d'autres de souffler et de pouvoir bien récupérer aussi. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on a tellement un groupe de qualité que on regarde contre Zamars, par exemple, il y a eu pas mal de changements. On gagne 5-2. Donc ça montre aussi la force, en fait, de notre groupe d'avoir des joueurs de qualité à tous les postes, en fait, et que presque une équipe titulaire, une équipe remplaçante est presque comme une équipe titulaire aussi. Donc au final, on reste tous patients et sereins. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, les matchs à venir, on va l'évoquer tout à l'heure dans le détail. Gerardo Seoane, votre entraîneur, lui, il est cool, il est tranquille, il peut voir venir. Par contre, Mauricio Jacobacci, je ne sais pas s'il a forcément passé une très bonne nuit.
Non, effectivement, troisième défaite consécutive pour le FC Sion. Alors Maurizio Iacobacci peut être inquiet. Claude Gros, c'est forcément la question très importante aujourd'hui. 6e défaite en 4 matchs, la 3e consécutive. Est-ce que Maurizio Iacobacci sera encore entraîneur lundi matin ou lundi de la semaine prochaine? On ne sait pas. Avec cette pause, est-ce que ce n'est pas le moment idéal pour changer d'entraîneur? Pour moi, c'est jamais le moment idéal. Quand on parle de ça après 6 journées, ça me désole, quoi. C'est pas normal. Il faut laisser le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, qui sont hors de forme. Et il faut laisser un petit peu de temps. Je sais que malheureusement, ils risquent de ne pas l'avoir, ce temps. Mais au bout d'un moment, il faut laisser ces joueurs revenir. Il faut laisser le temps à l'équipe de travailler. Il y a de la qualité. On a vu ce qu'ils ont fait en fin de saison passée, mais avec un autre état d'esprit que ce qu'on a vu hier. Est-ce que des fois, il n'y a pas des faux pas aussi? Adrian qui reste sur la pelouse hier, qui shoot encore le penalty alors qu'il est complètement transparent. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être mieux à faire tactiquement? C'est toujours facile à dire une fois qu'il l'a loupé. Je veux dire, s'il a décidé de prendre le ballon et d'y aller, je ne sais pas qui était désigné. Effectivement, sur le match qu'il fait, peut-être qu'il veut sauver son match en allant tirer le penalty. Mais en même temps, s'il le met, on n'aurait pas ce débat. J'ai pas vu Carlitos prendre le ballon, j'ai pas vu Casami prendre le ballon. Personne ne s'est bousculé pour aller le tirer. Après, la manière qu'il le tire, ça m'énerve parce que cette course saccadée, voilà, si vous marquez, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu de spectacle pour un résultat qui était aussi spectaculaire d'ailleurs. Donc ça me désole un peu. Mais sur le tireur, ma foi, c'est effectivement Adrien revient de blessure. Il faut lui laisser un peu de temps. Il n'a pas été bon hier, comme certains Cédunois, mais je trouve dommage de tirer tout de suite sur l'entraîneur. Surtout à ce qu'il a fait en fin de saison la passée. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, ils avaient 6 ou 7 points de retard sur la barre quand il est arrivé et ils sont sauvés. Nous, on l'aime bien, Maurizio Iacobacci. On espère qu'effectivement, il sera toujours sur le banc Cédunois à la reprise dans 2 semaines pour ce qui est de la Coupe de Suisse et dans 3 semaines pour le championnat. En tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles en provenance de la porte d'Octodur aujourd'hui. On en vient maintenant au match du jour avec, pour commencer, Lucerne qui accueillait Grasshopper. Les 2 équipes avaient renoué avec la victoire le week-end dernier. Oui, exactement. Mais ça restait un duel entre 2 équipes du bas de classement. Un match à ne pas perdre ni du côté de Lucerne et René Weiler, ni du côté de Getse et de Thorsten Fink. On va tout de suite se plonger dans ce match. Dès la 4e minute, ça commence très vite avec Holzhauser qui trouve un bon relais avec Nabil Baoui et Holzhauser, le milieu défensif qui parvient à tromper Salvi du pied gauche. Premier but de l'Autrichien durant cette saison. Pas forcément habitué à jouer les premiers rôles dans la surface adverse, mais c'est lui qui permet à son équipe de mener 1-0. Getse qui mène à l'extérieur 1-0. Puis la réponse de Lucerne va arriver à la 12e minute avec ce coup franc de Valerian Gvilia. Contré, il essaye cette fois-ci du pied gauche. Vous allez le voir, sa frappe est contrée, se faire avec le crâne de Schurf. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que Lindner soit surpris. Heureusement, bon réflexe, il parvient à dégager en corner. Getse qui aura l'occasion de tuer le match. 44e minute, c'est Baoui qui déborde. Il va jouer de l'autre côté quelque peu involontairement jusqu'à Jorisin. Jorisin, la frappe, c'est contré par Salvi. Et cette fois-ci, c'est Pinga qui ne parvient pas à tromper le gardien. Arrêt quelque peu chanceux, Claude. La faute à qui? Ou plutôt bon arrêt de Salvi? Oui, forcément bon arrêt. Il fait 2 arrêts coup sur coup, donc bravo à Salvi. Mais là, l'attaquant, surtout que Salvi était au sol, il se relève et ça doit être goal. Et Getse pouvait tuer ce match en menant 2-0 et c'est finalement l'inverse qui va se produire avec un long ballon du côté de Lucerne et c'est Eleke qui parvient à marquer exactement et faire revenir son équipe à 1 partout. Le Nigérian d'1m93 qui va venir s'imposer dans les 16 mètres plat du pied et le goal pour le sauvetage finalement de Lucerne pour un match nul qui... Un match nul, excusez-moi, les pinces sont toutes fin de match et c'est finalement en fait Lucerne qui va parvenir à arracher cette victoire 2-1, vous le voyez, 93e minute et 50 secondes, il restait 10 secondes de jeu et c'est Lucerne qui parvient à récolter ces 3 points dans un match ô combien important pour le poste de René Weiler à la tête du FC Lucerne. On retrouve Eleki qui pousse le ballon un tout petit peu trop loin et cette fois-ci c'est le numéro 11 lucernois qui peut venir tuer ce match. Claude Gross, pour Thorsten Fink, vraiment c'est rageant. On a mené, on n'a pas tué ce match. Il fallait avoir un tout petit peu plus l'instinct du killer dans ces 16 mètres.
Oui, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils étaient supérieurs à Lucerne, qui était vraiment au fond du trou. Et il a fallu cette égalisation qui vient un peu de nulle part pour les relancer. Et ils ont retrouvé un semblant d'énergie. Et ils ont été arrachés avec toute l'énergie possible, ce goal à la fin, qui je ne veux pas dire qu'il est mérité, mais qui punit Getse parce qu'ils n'ont pas su se mettre à l'abri. Et effectivement, là, c'est un gros coup derrière la tête. Victoire in extremis pour Lucerne et du coup le dernier rempart qui a été l'un des héros de cette rencontre, on va le retrouver à l'interview, c'est Mirko Salvi. Mirko Salvi, quelle fin de match complètement folle ici face à Grasshopper. C'est magnifique de gagner des matchs comme ça, il n'y a pas d'autre mot. On revient 1-0 pour Getse, on arrive à remonter le score à la dernière, c'est super, c'est magnifique. On l'a vu pendant tout le match, vous avez dominé Grasshopper, vous avez montré une force de caractère. Jusque dans les dernières minutes, vous y avez cru pour retourner cette situation. Bien sûr, on y a cru. C'est clair que Getse a quand même fait défensivement, était quand même solide. Mais nous, on a tout donné jusqu'à la fin, puis on a réussi à marquer ce deuxième but. Après un début de saison compliqué, enfin la saison de Lucerne est lancée. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements, mais maintenant on est sur la bonne voie, il faut qu'on continue comme ça. Merci beaucoup, bravo. Merci d'être venu, bravo. In extremis, mais en l'occurrence, eh bien, Lucerne a fait le job en s'imposant face à Grasshopper. Le FC Bâle devait pour sa part se racheter après sa cuisante élimination en barrage de l'Europa League et surtout histoire de ne pas trop laisser filer Young Boys en tête du classement, le FC Bâle qui accueillait Thun au Parc Saint-Jacques. Oui, exactement, il fallait se remettre dans une meilleure dynamique face à Thun qui par contre avait fait match nul à domicile face à Lugano pour la dernière journée. Et c'est un match relativement pauvre durant la première demi-heure jusqu'à la 27e minute. Aucune occasion de but de part et d'autre. Il faut attendre la 28e minute avec Marvin Spielmann qui parvient à lancer Dejan Sorgic. Sorgic qui va au duel. Magnifique frappe du côté opposé, petit filet, imparable pour Martin Hansen, le gardien remplaçant de Homlin du côté du FC Bâle. C'est Thun qui, à la grande surprise, mène 1-0 au stade Saint-Jacques. Superbe réussite de Dejan Sorgic. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bâle peine à répondre jusqu'à cette 45e minute. Et cette demi-volée de Fabian Frey qui permettent au FC Bâle de revenir à un partout. Très honnêtement, c'est bien récompensé pour les Bâlois qui n'ont pas montré grand-chose, en tout cas dans cette première mi-temps. Claude Gross, on attendait quand même beaucoup plus de la part des Bâlois, surtout lorsqu'il fallait montrer un déclic après cette élimination face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol. Oui, on attendait plus, mais c'est toujours difficile de jouer cette équipe de Thun, qui est toujours surprenante, qui a super bien joué le coup, qui est attendu pour contrer et qui le fait formidablement bien. Et Bâle s'est fait piéger. Alors, possession de balle, oui, domination, oui, mais très peu d'actions concrètes, très peu d'occasions de but. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant offensivement du côté de Bâle. Jean-Pierre, ce FC Bâle vous fait un tout petit peu moins peur ? Un tout petit... Moins peur, je ne sais pas, mais on voit que ça a du mal à prendre pour l'instant en fonction des joueurs qu'ils ont perdus. Pour l'instant, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, on voit que du côté de Bâle, ils n'apportent pas forcément la qualité, les garanties par rapport aux joueurs qui sont partis. Après, on sait que Bâle, c'est un grand club, c'est une grosse équipe, donc à nous de continuer à en profiter comme ça, du moment que la mayonnaise n'a pas encore pris, comme on dit. On sait que chez nous, on a été très stable, nous, et qu'on a gardé tous nos éléments forts, justement. Et c'est peut-être ce qui fait la différence pour l'instant entre Bâle et nous. Il y a deux éléments encore à revoir dans cette partie arbitrée par l'Unchettola. Lionel Choudi, on se plonge tout de suite à la fin de cette première mi-temps, vous allez le voir. Chaka est déjà averti, il monte au duel de la tête et l'arbitre qui siffle. Deuxième jaune. Claude Gross, est-ce que là-dessus il y a matière à expulser le joueur ? Comme je l'ai dit, soit il y a vraiment un coup de coude intentionnel et c'est une voie de fait et c'est rouge direct. Le jaune, là, il saute, il va au duel. C'est toujours difficile où mettre les mains dans les duels. Je ne crois pas qu'il y ait un coup. Il s'appuie un peu contre la nuque de l'adversaire. Mais de là, voilà. Ce Choudi, il réagit très vite. Il n'a pas eu le temps d'hésitation. Tout de suite, il met le deuxième jaune. Pour moi, c'est un peu sévère. Autre fait marquant de cette partie, on est à l'heure de jeu. Vous allez voir Ayeti qui transmet à Wolfswinkel, qui se fait retenir par Denis Sediger. Alors là-dessus, ça va très vite. On a pour l'instant un plan relativement loin. Claude Gross, la même question. Penalty, pas penalty. Ça aurait pu avoir un impact très important sur cette partie. Là, il y a penalty. Au ralenti, ça n'a pas l'air impressionnant, mais à vitesse réelle, juste le tirer un peu par le bras comme ça déséquilibre complètement. Donc les ralentis, ça c'est le problème des ralentis. Est-ce qu'il y a penalty pour penalty ? Pour moi, il y a penalty.
Mais c'est étonnant, à Bâle, dans un autre temps, il n'y aurait peut-être pas eu le carton rouge pour les Bâlois, puis il y aurait eu penalty pour Bâle. Comme quoi les temps changent. Oui, ce que j'allais dire, il fut un temps où tout le monde se plaignait de voir un FC Bâle favorisé par l'arbitrage. Aujourd'hui, a priori, ça a plutôt été le contraire. Alors Bâle, accroché par le FC Thun, tout heureux de ramener un point de son déplacement au Parc Saint-Jacques. On va écouter le joueur du FC Thun, c'est Grégory Carlon. Grégory Carlon, on retient le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? C'est compliqué. Je pense que venir à Bâle et faire des points, c'est toujours bien. Après, en sachant qu'on mène 1-0, qu'on veut garder ce résultat, après avec ce carton rouge aussi, je pense qu'on doit mieux faire. Mais après, c'est clair que c'est toujours un point, c'est un point qui reste, c'est un point qui est là, donc on va continuer d'avancer. Les regrets sont d'autant plus vifs que ce FC Bâle-là, manque de solidarité, n'était pas très joueur. Vous auriez pu en profiter plus. Et pour finir, c'est presque Bâle sur la fin qui s'est montré plus entreprenant. Oui, je pense qu'on a eu presque un peu peur de prendre ce deuxième goal. Après, Bâle, ça reste de très bons joueurs. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit peut-être plus avoir confiance en nous et aller plus de l'avant, en sachant qu'on est en supériorité numérique. Jouer à 11 contre 10, c'est un piège? Normalement pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas su bien l'exploiter. Thun ramène donc un bon point de son déplacement à Bâle. Dernier match que l'on doit passer en revue, c'est Neuchâtel-Xamax face au FC Saint-Gall. Une rencontre très importante pour les deux équipes, mais surtout pour Neuchâtel qui devait essayer de stopper quelque peu l'hémorragie, de renouer avec le succès ou tout du moins d'engranger au minimum un point. Et du coup, les Neuchâtelois, ils sont vraiment partis pied au plancher dans cette rencontre. Ils se sont montrés dangereux dès les premières minutes. Ce sont eux qui ont dominé les débats, notamment lors du premier quart d'heure de jeu. Ça va se traduire notamment par cette action pour Charles-André Doudin, un coup de tête et le poteau au secours du gardien de Saint-Gall. Petite blessure en passant pour Doudin, mais sans conséquence, si ce n'est qu'il doit jouer avec un bandage le reste de la rencontre. C'est un premier avertissement sans frais là, pour Saint-Gall. Et là, eh bien, je vais peut-être même demander l'avis à Jean-Pierre Nsamer. Regardez le travail de Raphaël Nuzzolo, parce que ce qu'il fait là, c'est pas mal du tout. Et le service pour Doudin qui ouvre la marque. Nuzzolo, c'est un joueur de qualité. Je l'ai vu plusieurs fois déjà en Challenge League quand j'étais arrivé. C'était vraiment le joueur qui m'avait impressionné en Challenge League lors de mon année avec le Servette. Et puis, c'est un joueur qui va très vite, qui est malin, techniquement bon et qui est très altruiste aussi. Donc, le travail qu'il fait, il est vraiment formidable. Cette ouverture du score, elle est largement méritée parce que Saint-Gall ne se crée qu'une seule véritable chance de but au cours de la première période. La voici, le tir de Eaton avec cet arrêt difficile et solide de Laurent Walter. Et en deuxième mi-temps, eh bien, la donne va changer, complètement changer. Un premier coup de pied arrêté. Quintilla est à la réception de ce ballon. Claude Gross, on a insisté pendant le direct, c'est vrai que voilà, ces phases de balles arrêtées, elles vont être décisives aujourd'hui. Bon, sur celui-là, ils n'ont pas de réussite. Dinardo, il prolonge, mais il n'arrive pas à prolonger assez. Elle tombe sur la tête à Ramidi, qui n'a pas le temps de s'enlever, et elle revient dans les pieds du Saint-Gallois. Là, il y a un petit peu un manque de réussite quand même. Et là, en fait, on a une action à la 73e avec ce tir de Eaton qui est dévié par Walter en corner. C'était déjà une grosse chance de but pour Saint-Gall. Dans la foulée, corner, coup de pied arrêté, Eaton 2-1. Et là, c'est un problème de marquage. Alors, Doudin est dessus, mais il est devant. C'est pas. Voilà, est-ce que c'est Doudin qui devait être. Parce que c'est un marquage de zone, donc il vient avec un petit peu de vitesse et elle tombe juste derrière la tête de Doudin. Mais c'est de nouveau le problème des balles arrêtées à Neuchâtel. Neuchâtel ne va pas baisser les bras avec ce penalty accordé au rouge et noir. Faute de vide-vert sur Nuzzolo. Une poussette qui n'a pas échappé à l'arbitre, monsieur Bierry. Et ce sera donc un penalty en faveur de Neuchâtel-Xamax. On revoit au ralenti. C'est assez clair, hein, Claude. Il n'y a pas 100% penalty. Il n'y a pas de discussion possible. Et Raphaël Nuzzolo, qui a pris un petit risque quand même en tirant ce penalty un peu plein centre, mais qui égalise, c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Ça fait 2 partout. Et on se dit à ce moment-là que Neuchâtel va s'accrocher à ce point. Malheureusement, 86e minute, Eaton va prendre de vitesse la défense et servir parfaitement Koutessa qui lui prend de vitesse Mike Gomez. Et Saint-Gall s'impose 3-2. Ouais, Eaton a super bien joué, mais c'est vrai que Mike Gomez est en retard. Et au départ de l'action, on voit, il n'a pas pris l'information. Il n'a pas vu Koutessa arriver dans son dos. Et au moment où il le voit,
c'est trop tard. Kuteza est lancé et il le prend de vitesse, mais superbe travail d'Eaton qui lève la tête. Et je dirais qu'il n'a plus qu'à marquer, mais il fallait encore faire la course et être là. Ouais, Neuchâtel qui marque 2 fois. Ils ont marqué 2 fois la semaine dernière contre Young Boys, mais qui encaissent trop souvent. C'est un peu le problème finalement de Neuchâtel que ça, Max. C'est ses problèmes défensifs et on sait à quel point c'est important. Oui, ouais. On sait que dans le foot, les problèmes défensifs, c'est ce qui fait perdre des matchs ou gagner des matchs aussi ou pour obtenir un résultat. Après, là, comme on voyait sur les images, le problème du marquage en zone, c'est ça. C'est que si le ballon est bien mis et que l'adversaire arrive lancé, il y a 7 fois sur 10, il y a peut-être but. Donc, et c'est ça, je pense, qui leur a un peu fait défaut le match contre Saint-Gall cet après-midi. Neuchâtel battu, mais pas encore totalement abattu. On va écouter la réaction de Raphaël Nuzzolo. Raphaël Nuzzolo, on a retrouvé un bon Neuchâtel aujourd'hui, mais il y a quand même une défaite au bout. Qu'est-ce qui a manqué pour aller chercher cette victoire? Ouais, bon, non, je pense qu'il a manqué quand même beaucoup de choses à la fin, parce que c'est vrai, on a montré de l'envie, on a montré de l'engagement sur la première mi-temps. Je pense que ce qu'on voulait faire, on l'a appliqué. Mais c'est vrai que 45 minutes dans un match de Super League, ça ne suffit pas. Et puis, j'ai quand même senti qu'on reculait au fil du temps. Et c'est vrai que voilà, quand on n'est pas 11 joueurs à 100% avec notre effectif, c'est difficile de prendre des points. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile à digérer parce que maintenant, il y a 2 semaines de pause avec la coupe. Et puis, on voulait absolument gagner ici 3 points importants pour le classement. Mais comme j'ai dit, il va falloir digérer les 2-3 prochains jours parce que c'est difficile. Mais le championnat est encore long et on peut pas déjà être résigné à ce moment-là de la saison. J'aimerais revenir sur 2 actions litigieuses vous concernant. Il y a clairement un coup franc dangereux qui aurait dû être attribué sur une faute sur vous. Par contre, au niveau du penalty, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un petit peu une compensation de la part de M. Bierry? Ouais, je pense, honnêtement, clairement, parce que si je suis dans l'autre équipe de Saint-Gall, je me dis qu'il y a compensation. Donc, non, je pense qu'il y a clairement faute. La première, je n'ai pas compris pourquoi il ne siffle pas, parce que j'avais passé le joueur et il me prend avec le genou. Mais voilà, après j'ai bien joué le coup aussi, il m'a un petit peu poussé dans le dos. Ça doit normalement pas suffire pour un penalty, il faut être honnête. Mais voilà, même avec des cadeaux de l'arbitre, on n'arrive pas à ramener quelque chose. Donc c'est vrai que ce match-là est décevant parce que de nouveau on prend 3 buts. Si on travaille quelque chose dans l'entraînement, il y a autre chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà, on va travailler, c'est ce qui va ressortir de ce match. Mais voilà, aussi penser à autre chose les 2-3 prochains jours et puis après se remettre tous à fond parce que pour l'instant, on doit quand même avouer qu'on est dernier du classement et puis qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça si chaque joueur n'est pas à 100%. Merci et bonne suite. Merci. Bon, si même le joueur concerné dit il n'y a peut-être pas penalty, on va quand même se poser des questions. Il y a quand même faute au départ. C'est vrai qu'elle est légère, c'est ce que dit Raphaël Nuzzolo. Il n'y avait peut-être pas matière à siffler penalty, même s'il y a quand même un petit quelque chose au départ. Moi, je soutiens toujours les arbitres, faut le savoir. Donc. Non, je plaisante. Mais pour moi, il le pousse au moment qu'il commence à sauter, il est déséquilibré. Il le rajoute peut-être un peu, mais je ne veux pas parler de compensation, parce que je ne pense pas. Mais pour moi, on dirait que j'ai dit tout de suite penalty. Donc voilà, donc je reste sur ma décision. Raphaël est très fair-play. Ouais. Attention, pas être trop fair-play non plus, trop honnête dans ces cas-là, parce que des fois, ça peut se retourner contre soi. On va écouter une autre réaction, celle du joueur de Saint-Gall, c'est Vincent Sierro. Vincent Sierro, victoire chanceuse ou victoire méritée? Non, moi je pense que c'est une victoire méritée. Xamax a bien débuté le match, ils nous ont mis beaucoup de pression et ils ont mérité de marquer ce premier goal. Et après, je pense que nous, on a bien revenu dans le match. Après, on avait vraiment le contrôle du jeu. À la première mi-temps, on a eu des occasions, mais on n'a pas réussi à marquer. Mais on a continué en deuxième avec ce contrôle. Je pense qu'on avait bien la possession en deuxième et on était dans leur camp. On arrivait à trouver des bonnes passes. Et finalement, on a réussi à marquer. Et puis, finalement, ça s'est décanté, 2-1, 2-2. Et finalement, on arrive à marquer à la fin le 3-2. Mais pour moi, sa victoire, elle est méritée. Et je pense que c'est une bonne victoire de groupe et elle fait du bien au moral, ça marque. Alors à la maison, vous avez déjà connu 2 défaites, alors qu'à l'extérieur, vous avez 2 victoires. Comment vous expliquez le fait que finalement vous vous déplacez un peu mieux que lorsque vous recevez, pourtant vous avez un bon public? Ouais, c'est vrai, c'est un peu paradoxal. C'est les 2 matchs qu'on a joués à la maison, on n'a pas réussi à trouver
à trouver comme aujourd'hui ces ballons dans l'espace, ces ballons dans les intervalles. Et c'est paradoxal comme tu dis parce que l'ambiance chez nous elle est très chaude et on aime de jouer devant notre public. Mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas réussi à prendre les 3 points chez nous. Mais on va tout faire après la coupe pour gagner chez nous le prochain match de championnat. Merci, bonne suite. Merci, à bientôt. On vous a presque tout dit sur cette 6e journée de Raiffeisen Super League. Il ne nous reste plus qu'à vous montrer le classement actualisé. Avant cela, petit récapitulatif des résultats. Exactement, d'abord les résultats avant le classement avec, on l'a vu hier, le FC Sion, le naufrage du FC Sion face à Young Boys 0-3, Lugano qui s'impose sur le fil face à Zurich, Neuchâtel Xamax, cruelle défaite face à Saint-Gall, 2-3, le FC Bâle et le FC Thun qui n'arrivent pas à se départager un partout, et le FC Lucerne qui s'impose à la toute dernière seconde face à Getse. Côté classement, on va le voir, Young Boys déjà complètement détaché avec 8 points d'avance sur le FC Saint-Gall qui fait son apparition à la 2e place. 3e, le FC Bâle. Le FC Sion dégringole à la 8e place avec 6 points. On retrouve ensuite Getse, 4 points, et Neuchâtel Xamax, 4 points également en lanterne rouge. Prochaine journée, ce sera dans 3 semaines puisqu'il y a la pause des équipes nationales et puis ensuite la Coupe de Suisse. Donc ce sera les 22 et 23 septembre avec, en ce qui concerne les clubs romans, Getse Xamax et Thun Sion. Et puis un certain IB Bâle. Donc on vient de le voir au classement. Jean-Pierre Nsamé, vous avez 9 points d'avance sur Bâle. Vous les recevez en 3 semaines. Là, vous avez une opportunité unique de mettre vraiment un très très gros coup sur la tête aux Bâlois. Oui, c'est sûr. Avec 12 points d'avance, si on gagne ce match-là, ça serait vraiment formidable sur ce début de saison. Mais on sait que ça va être un match compliqué parce que Bâle, ça va être une bête blessée. Donc je pense qu'elle va arriver chez nous avec l'intention de vraiment faire quelque chose. Et puis, ça sera nous, on connaît la qualité de notre public et on connaît aussi nos qualités, enfin la qualité de notre effectif. Donc ça sera à nous de mettre les ingrédients comme on le fait depuis une saison maintenant à la maison, pour offrir à notre public, mais aussi à nous-mêmes, un beau spectacle et surtout gagner le match. Votre prochain match officiel, c'est donc dans 2 semaines, la Coupe du côté de Schaffhouse. D'ici là, quelques jours de congé quand même, est-ce que l'entraîneur vous lâche un tout petit peu quand même? Là, on a eu 2 jours, là, aujourd'hui et demain. Après, on a entraînement pendant la semaine. Oui, je pense qu'il nous donne quelques jours de congé, donc ça permet d'un peu évacuer, d'être en famille, de profiter et puis de s'aérer un peu la tête et de penser à autre chose. Ça fait du bien pour le moral avant de se remettre au travail. Ça, on n'en doute pas une seule seconde. Tous ces matchs, d'ailleurs, vous le savez, vous pouvez gagner des billets pour aller suivre ces différentes rencontres. On vous offre des billets pour toutes les rencontres. Ça se passe sur notre page Facebook. Vous avez toutes les informations sur la publication qui a dû apparaître aux alentours de 18h sur notre page. On va donc parler de la Ligue des Champions dans un instant avec Jean-Pierre Nsamé, mais il est l'heure maintenant de s'octroyer une petite respiration humoristique. Voici What the Foot, préparé cette semaine par Michael Bugnon. Cette semaine, en l'absence de mon cher collègue Vincent Rigolet, j'ai décidé de passer mes journées dans les bibliothèques, à la recherche de livres philosophiques, tous plus intéressants les uns que les autres. Eh oh, on n'avait dit pas de zoom! Bon, notre chère présentatrice, Elodie Croza, elle ne sait plus trop quoi lire d'ailleurs. Du coup, elle a trouvé la parade. Vous pourriez écrire un livre conjointement avec Michel de Castel. Il y avait tellement de choses à dire, il faut que vous écriviez un livre. Eh oui, allons, que tout le monde écrive un livre. Notre consultant Steve Guillot, par exemple, a déjà écrit un ouvrage, Les mathématiques pour les nuls. Lors des 2 victoires, Servette avait tiré 5 fois et 11 fois, et 4 fois cadré, et 6 fois cadré. Ce qui fait du 80%, c'était à Rose, c'était presque indécent, et du 55%. Et lors de leurs 2 défaites, Servette avait tiré 18 et 17 fois pour 4 et 5 tirs cadrés, du 22 et du 30%. Bon Steve, arrêtons les mathématiques et retournons dans les stades de foot. Ces derniers temps, j'ai pu remarquer que Mario Gavranovic devait notamment de l'argent à Loris Benito, que les frites néerlandaises n'avaient rien à envier aux Belges, que les pom-pom girls saint-galloises n'étaient pas nécessairement les meilleures, et que la danse estonienne, eh ben, ça reste de la danse estonienne. Allez, moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans 3 semaines. Il faut pas non plus, parler de trop de choses.
Le bisou de Guillaume Moirot à Christophe Spicher. La transition est toute faite pour évoquer cette qualification de Young Boys pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Jean-Pierre Nsamé, on va en quelques mots déjà peut-être revenir sur le match de mardi à Zagreb. Pas le match en soi, mais ce qui s'est passé après. Parce qu'après... Voilà, on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux. Vous avez fait une fête assez costaud, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr, parce que je pense que c'est un rêve, c'est le rêve de tout footballeur en fait. Et comme je l'ai des fois dit, on avait l'impression qu'on avait gagné. Mais c'était vraiment ça en fait, d'entrer dans cette Ligue des Champions avec le match qui s'est passé. Et non, on a vraiment fait la fête, on a vraiment profité de ce moment. Après, il a fallu attendre 2 jours pour savoir contre qui on allait jouer. C'était long cette attente. Non, c'était assez rapide parce qu'au final, on a eu l'entraînement, le jour d'après, et puis l'entraînement, et puis voilà, on s'est tous réunis pour regarder ce tirage. On s'est un peu chambrés les uns les autres. Vous rêviez de qui, en fait, avant le tirage au sort? Moi, personnellement? Oui. Moi, on m'avait demandé d'imaginer un groupe, j'avais imaginé la Juve. Ok, bon, le Real. Le Real. Vous ne pouviez pas avoir les deux, hein, ils étaient dans le même chapeau. Donc, et le Bayern. Ouais, mais bon, vous voulez que le top du top. Oui, c'est ça la Ligue des Champions, c'est la coupe au Gonzoï, comme on dit. Mais je pense qu'on avait lancé un peu les paris chacun de savoir dans quel groupe on allait tomber. Et au final, je pense qu'il n'y en a pas un qui a gagné, parce que je crois qu'on a été servi de la meilleure des façons, en fait. Et c'était vraiment une explosion de joie de tout le monde de voir dans quel groupe on tombait. Alors, le groupe, on va le rappeler. Juventus, Manchester United et Valence. C'est du costaud, hein, Claude Gross. Alors, c'est hyper intéressant, je veux dire, parce que jouer contre ces grosses équipes-là, c'est enrichissant, on apprend des choses. Ça doit être tellement stimulant, on le demandera à Jean-Pierre. Voilà, tout reste possible, c'est un match de foot. Il ne faut pas se le cacher, ça va être très compliqué de sortir de ce groupe. C'est très compliqué, mais vous pouvez faire tous les groupes. Le groupe le plus faible que vous pouviez imaginer, c'était quand même un groupe difficile, mais peut-être moins excitant. Donc ce groupe-là, il est plus qu'excitant. Vous allez à Old Trafford, vous jouez la Juventus de Ronaldo, entre autres, et puis FC Valence qui va être très fort cette année. Vous allez remplir le stade à la maison, vous allez aller dans des stades magnifiques. Je crois que c'est excitant, quoi. Ça donne envie plutôt que... Alors, j'ai rien contre les pays de l'Est, mais tomber sur un club tchèque ou un club russe, c'est un peu moins excitant. Aller en hiver là-bas, c'est aussi un petit peu moins excitant. Donc, pour moi, c'est un tirage incroyable. Et si les joueurs sont contents, et visiblement les dirigeants aussi, c'est que c'est un bon tirage. La Juventus, on va aller dans l'ordre. La Juventus, Cristiano Ronaldo. C'est le rêve de tout joueur de jouer contre Cristiano Ronaldo. Oui, c'est le rêve de tout joueur. Et pour moi, c'est aussi un rêve qui se réalise pour moi, en fait, un rêve d'enfant. Parce que c'est un joueur qui m'inspire beaucoup et dont il est un exemple pour moi. C'est l'excellence à tous les niveaux. Donc, jouer contre lui, ça va être vraiment un moment de joie, je pense. Et, vous allez vous battre pour avoir son maillot, hein? Non, moi, je me bats pas. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi... on va dire, c'est une très belle affiche, mais c'est aussi à nous de montrer que la Suisse, elle a de très bons joueurs et que IB aussi a un grand club. Donc le souvenir ne peut qu'être bon si on se donne à 100%. Justement, face à de telles individualités, quelle réponse vous allez pouvoir offrir? Vous parliez avant de sérénité dans le collectif. Il va falloir tout miser finalement sur cette cohésion, sur un état d'esprit combatif, collectif? Comme vous dites, face à de telles individualités, je pense que nous, notre réponse, elle sera juste collective, en fait. Montrer nos qualités collectives. Et je pense que c'est ça qui doit primer et qui nous permettra de vraiment bien s'exprimer durant cette campagne. À 10 derrière, ou il y aura quand même du jeu? Non, pas à 10 derrière. Il ne faut pas les petits bras. Comme j'ai dit, c'est sûr, ce sont des monstres du foot, des joueurs de très haute qualité. Mais nous aussi, on a des joueurs de qualité et au final, ils sont comme nous. Il faut y aller sans complexe. Un corps et ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête. Donc il faut y aller sans complexe, comme vous dites. Et je pense que c'est la meilleure façon, en fait, de vraiment évacuer ce stress qui peut être créé justement par l'ambiance qu'il va y avoir autour de ce match et de vraiment nous libérer pour nous exprimer vraiment collectivement. Les 2 premiers matchs, c'est contre les 2 gros du groupe. D'abord à la maison contre Manchester, ensuite vous allez à Turin. Voilà, l'exploit ne peut être que possible au cours de ces 2 matchs-là. On n'attend pas de vous que vous gagniez contre Manchester et à Turin contre la Juventus. Mais par contre, si vous le faites, effectivement, là, c'est incroyable. Ça sera quelque chose
vraiment incroyable. Mais... Donc vous pouvez jouer sans pression à quelque part. Oui, parce qu'au final, quand on parle de ce groupe, on parle du groupe de la mort. Et je pense que les bookmakers ne doivent pas nous mentionner. Non. Ils doivent un peu nous oublier. Mais au final, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Parce qu'en regardant le groupe, en fait, c'est presque logique, j'ai envie de dire. Donc, comme vous dites, c'est pour nous aussi l'opportunité en fait, de pouvoir jouer sans pression et de vraiment pas aller avec un esprit de timidité et de se recroqueviller en fait. Non, je pense qu'il faut croquer dedans à pleines dents et vraiment profiter, mais surtout ne pas être attentiste, parce qu'on sait que c'est le but de tout joueur d'être dans cette compétition. Mais quand on atteint ce but-là, il faut savoir en profiter et pas justement être on va dire, sous une pression et être paralysé par cette compétition. Il y a un match qui risque d'être aussi assez spécial, c'est Old Trafford, parce que c'est quand même une enceinte mythique. Le théâtre des rêves. Voilà, et aller jouer là-bas, alors ce sera le 5e match, oui exactement, le 5e match, le match à Old Trafford, ça aussi c'est quelque chose qui sera à jamais gravé dans vos mémoires. Enfin, c'est ça, c'est quelque chose qui sera à jamais gravé pour nous tous, je pense, pour le coach, pour toute personne en fait dans le club finalement. Mais voilà, on a travaillé pour en arriver là, mais maintenant il faut... Justement, on a tellement des stades magnifiques en fait où on va aller, parce que même Mestalla, c'est un stade qui est vraiment très très beau. Et qui a de l'histoire. Et qui a de l'histoire aussi, donc voilà, il faut vraiment savoir profiter de ces moments-là, mais sans être spectateur, vraiment être un acteur actif en fait, en se montrant collectivement, et puis ça va bien se passer dans le foot, il peut tout arriver, il suffit d'y croire et d'en vouloir plus que les autres. Alors ça, c'est le rêve, ce sont les étoiles pendant la semaine, c'est le petit sucre. Mais comme l'a dit votre entraîneur hier en avant-match, et Claude Gross, je pense que ça c'est aussi important, il ne faut pas oublier le pain quotidien. Et pendant ce temps-là, il y a un championnat qui se déroule et il ne faut pas le négliger. Non, mais ils ne vont pas le négliger. Et comme l'a dit Jean-Pierre avant, l'effectif est tellement incroyable à Young Boys. Quand tu vois le banc qu'il y avait hier, quand ils ont joué Neuchâtel, il y avait 7 ou 8 joueurs qui n'avaient pas joué le match d'avant et ils ont gagné. Donc ils auront besoin de tout le monde. Ils ne vont pas négliger le championnat. Ils peuvent perdre un petit peu, peut-être, d'énergie sur les quelques matchs championnat qui vont entourer ces matchs. Peut-être qu'il y aura des contre-performances. Mais c'est relatif, contre-performance pour IB. C'est peut-être qu'ils vont perdre un point ou deux par ici ou par là. Ils finiront bien par en perdre de temps en temps. Oui, mais on avait vu avec Bâle, quand ils ont fait les épopées européennes, c'était un peu plus difficile, mais à la fin, ils finissaient quand même champions. Donc je compare ce IB-là au Bâle de l'épopée européenne. Et Bâle avait réussi à sortir des groupes plus d'une fois. Donc pourquoi pas IB ? En tout cas, on se réjouit de suivre votre aventure européenne. On proposera tous les matchs en direct sur Téléclub, que ce soit au Stade de Suisse ou à l'extérieur. Tous les matchs de la Ligue des Champions à suivre en direct sur Téléclub. Un petit mot rapide quand même sur l'Europa League avec le FC Zurich. On attendait le FC Bâle. Le FC Bâle s'est pris les pieds dans le tapis. Zurich a hérité du Bayer Leverkusen, de Ludogorets, le champion de Bulgarie, et de l'AEK Larnaca, équipe chypriote. C'est pas très sexy sur le papier, Claude Gross. Attention à la peau de banane, parce que c'est non plus pas un groupe facile, abordable, j'ai envie de dire, mais pas facile. Alors pas excitant, ça c'est sûr. Et abordable, oui, mais attention, Zurich, en ce moment, sur ce que présente Zurich, c'est pas gagné. Ils ont quelque chose à faire, mais il faut déjà qu'ils redressent la tête au championnat avant de penser à l'Europa League. Je ne sais pas de quelle manière ils vont la jouer, parce que par le passé, les clubs suisses l'ont un peu mis de côté. S'ils la jouent à fond, il y a un coup à jouer, mais il faut qu'ils redressent la tête au championnat. Ça, vous avez vu à quoi vous avez échappé quand même, parce que c'est clair que ça fait moins rêver en l'occurrence. Oui, quand on voit notre groupe, c'est sûr, mais il faut faire attention à l'équipe de Ludogorets. On les a joués en match de préparation, juste avant qu'ils jouent leur match de barrage justement de Ligue des Champions. Et ils ont l'expérience de la Ligue des Champions. C'est ça. C'est une équipe qui a de la qualité, avec un attaquant devant avec qui j'ai joué à Angers, Claudio Quechero, qui a un sacré pied gauche, et un ailier aussi qui va très vite, qui nous avait mis 2 buts. Donc c'est une équipe qui a vraiment de la qualité, beaucoup de Brésiliens. Et puis le Bayern Leverkusen, on connaît la qualité des joueurs de par le championnat allemand. Mais c'est une compétition qu'il faut respecter, parce que l'année passée, je l'ai trouvée magnifique, et longtemps elle a été mise de côté parce que c'est pas la Champions League. Mais maintenant, il y a des gros noms qui se battent pour la gagner. Qui a pris de la valeur, donc il faut la respecter, ne pas la jouer, ça serait malvenu. Une autre question pour Jean-Pierre. Vous étiez champion en Challenge League, meilleur buteur il y a 2 ans.
champion l'année passée. Est-ce que cette visibilité en Ligue des Champions, peut-être cette année, si vous avez du temps de jeu en compétition européenne, est-ce que ça vous donne envie de rêver une autre sélection, une deuxième sélection en équipe du Cameroun? Oui, bah, c'est sûr, la sélection, j'y pense, parce que à l'été prochain, il y a forcément la CAN chez nous. Donc, et c'est quelque chose, effectivement, qui me tient à cœur maintenant que je suis rentré avec la sélection. Je suis enfin rentré dans mon pays aussi, parce que je n'étais pas retourné depuis 18 ans. Et c'est sûr, pour moi, en fait, toutes ces 2 dernières années ont été merveilleuses, vraiment, depuis que je suis en Suisse. Et je l'ai des fois dit maintes fois, en fait, la Suisse m'a vraiment permis de m'exprimer. Oui, une ascension forte. Voilà, de continuer de par le travail, de par aussi les personnes qui m'entourent au Servette. Je pense à Boyan et Ameo Kodro, et aussi aux Young Boys aussi. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est une belle étape pour moi. C'est une belle étape pour moi, une étape importante que j'espère je vais pouvoir profiter pour continuer à progresser et continuer à avancer. Alors, vous parlez de Servette. Ça tombe bien, parce qu'on va justement en parler maintenant. Il y avait le derby lémanique en Challenge League, c'était vendredi soir. Le Lausanne Sport s'est imposé au Stade de Genève sur le score de 1-0. C'était un match assez tendu, assez électrique, Loïc. Assez tendu, c'était assez correct en fait, jusqu'à un fait de match qu'on va voir tout de suite, mais on va se replonger brièvement dans ce premier derby lémanique de la saison 8e minute. Corner tiré de la droite par Flo, et c'est le défenseur Noah Losli qui devance le portier grenat. 1-0 pour le LS. 3e but du défenseur vaudois depuis le début de la saison. Cela en fait le meilleur marqueur avec Simone Rapp. Et puis 15e minute, Korokone qui a marqué 2 fois sur ces 2 derniers matchs. L'attaquant ivoirien pense avoir marqué à la 16e minute. Mais non, but annulé sur hors-jeu. Ça se joue vraiment à très peu de choses. On n'est pas sur la bonne ligne, mais apparemment, l'épaule droite de Korokone doit être hors-jeu. Quoi qu'il en soit, on reste à 0-0. On l'a dit, pour un derby, le match reste correct. Aucun carton jusqu'à cette 54e minute. Faute d'Alphonse qui arrive en retard. Ça discute. Alphonse qui prend le jaune. On revoit effectivement cette faute en retard qui mérite un jaune. Mais Alphonse continue de discuter et prend un autre jaune. Voilà. 2e faute d'Alphonse. Et c'est le rouge, tout s'est joué en 1 minute et demie. Alphonse qui prend un premier rouge et ça va continuer à discuter. Par contre, du côté de Christopher Mfoui, qui va de son geste en disant à l'arbitre que voilà, il faudrait peut-être penser un tout petit peu plus avant de prendre le sifflet. Et c'est le rouge mérité. Les Grenats qui se retrouvent à 9. Le LS qui est toujours à 11 et pourtant, paradoxalement, c'est Servette qui va tenir le ballon. Est-ce qu'on est plus fort dans la tête du côté de Genève ? Non, c'est toujours difficile quand vous êtes en supériorité numérique. Pardon. Alors, 11 contre 10, on dit c'est toujours difficile. 11 contre 9, ça devrait être plus facile. Mais au lieu de continuer à jouer, Lausanne a plutôt déjoué et s'est mis en difficulté. Mais c'est très dur. On a vu sur quelques contres qu'ils avaient des 4 contre 2 à jouer. Ils y allaient sans y aller parce qu'ils avaient peur de se faire contrer. Ils n'ont pas été libérés. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'une équipe en infériorité met un peu plus de rythme. On veut un peu plus. Ils se révoltent un peu contre les décisions d'arbitre et contre les événements. Et voilà, c'était dur pour Lausanne, mais jusqu'à ce moment-là, Lausanne, je pense, était quand même dominateur et n'a rien volé, même s'ils se sont fait peur en fin de match avec ce tir sur la transversale. Et ça n'a pas passé loin qu'ils perdent des points. Ouais. Alors ce derby, c'était surtout l'affrontement entre les 2 principaux favoris de cette Challenge League. 2 candidats déclarés à la promotion. Que faut-il en retirer du coup? Alors Loïc, vous étiez au Stade de Genève vendredi soir. On découvre votre reportage et on en débat ensuite. Vendredi 20h, coup d'envoi d'un derby tendu. Servette, 3e au classement, reçoit le LS, leader avec 2 points d'avance. Mais qui a les atouts pour être devant au terme de la saison? Nous avons fait appel à 2 spécialistes, 2 journalistes qui ont analysé les forces en présence. Côté vaudois, Tim Guimin, côté genevois, Blaise Bugil. Alors messieurs, quelle équipe a le mieux préparé cette nouvelle saison? Jojo Contini, il voulait des guerriers, des gars habitués à la Challenge League. Nganga, pour moi, c'est parfait, c'est le recrutement qu'il fallait faire. Après, moi, je suis moins convaincu par les renforts d'étrangers. Là, Sonsidino da Silva, Pablo Iglesias y croit beaucoup, moi, pour l'instant, un peu moins. Après, c'est quand même pas mal. Joao Oliveira, c'est un jeune joueur prometteur. Moi, je pense que c'était cohérent, en fait. C'était pas spectaculaire, mais c'était cohérent du côté lausannois. Je dirais que la mayonnaise est en train de prendre. L'intégration, pour moi, le plus positif, c'est l'arrivée de Korokone. Mais pas seulement, il y a d'autres joueurs. Mais ce joueur-là, en particulier, s'est très vite intégré. On voit qu'il est toujours dangereux devant, qu'il fait beaucoup de choses justes.
La recrue ivoirienne aurait même pu inscrire son 3e but en 2 matchs, réussite annulée. Plus physique, Lausanne a pris le meilleur sur les coups de pied arrêtés. Autre atout, caché pour l'instant, Andy Zekiri. C'est l'espoir du club. Il est en équipe suisse M19, il est capitaine équipe suisse en 20, moins de 21. Il est là, il est costaud, il a pris de la masse, il est bon devant le but. Andy Zekiri, moi j'ai une question là, j'ai une question à Georges Contini. Pourquoi pas le mettre sur le terrain, simplement? Côté Grenat, on peut compter sur l'expérience du 2e joueur le plus capé avec la Nati. Alain Geiger a pour lui une très longue expérience, une très longue carrière de joueur, 112 sélections, une participation à une Coupe du Monde, à l'Euro, forcément ça compte. La structure du club jouera également un rôle majeur. Côté servétien, on cherche la solidité. Ce qu'il faut dire, c'est que ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements de politique, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Donc la stabilité, il faut encore un peu de temps pour qu'elle soit là. Transport a plus de moyens, a plus de vécu aussi presque le groupe quand même. C'est quand même le groupe qui était au Super League. Alors c'est pas une expérience positive d'être relégué, mais c'est quand même une expérience. Moi je pense que Lausanne est plus armée pour monter. Si je dois mettre une pièce maintenant, je la mets sur Lausanne. Lausanne remporte ce premier duel 1-0, mais la saison est encore longue. Bien malin, qui peut dire si une de ces deux équipes prendra l'ascenseur pour la Super League. Rendez-vous le 26 mai, lors de l'ultime journée. Le championnat est encore très long, mais voilà, est-ce que ce match permet déjà à Lausanne de prendre un ascendant psychologique sur Servette dans ce duel entre les deux équipes? Oui, au niveau des points, déjà, ça c'est très important déjà d'être devant. Je pense que Lausanne a un coup d'avance aujourd'hui. Ils ont moins reconstruit qu'a dû le faire Servette. Je pense que ça va être très serré, mais Lausanne a une longueur d'avance et ils ont surtout 5 points d'avance. Donc on se réjouit d'ores et déjà des 3 autres derbys parce que celui-là, il était intéressant. Et, tout ce qu'on espère, c'est forcément que ça soit Lausanne devant et Servette en barrage et que les deux fassent la promotion. Ça serait forcément... De toute façon, ça va jouer entre ces deux. Vous avez gardé des contacts à Servette, Jean-Pierre? Oui, beaucoup. J'échange beaucoup avec Mathias Vickers, qui a été un soutien énorme pour moi quand je suis arrivé au Servette, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et évidemment avec Bojan Dimic et mon ancien coach Méo Kodro, qui m'ont beaucoup apporté. Et dans mon jeu aujourd'hui, ça s'en ressent parce qu'ils m'ont beaucoup fait progresser. Mais je parle aussi un peu avec tous mes anciens partenaires aussi. On essaye de temps en temps, quand on n'est pas loin de s'écrire. Quand moi je passe à Genève, j'envoie des messages pour savoir s'ils sont disponibles pour aller boire un verre, ou discuter, parler de la saison. Mais je suis leur match quand c'est le vendredi soir. Donc je regarde, comme ce match contre Lausanne, je l'ai regardé. Et donc je leur envoie des messages par moment quand il y a des décisions litigieuses. On leur avait dit quoi après les 2 rouges? Je les ai un peu chambrés. Les gars, finir à 9, c'est pas possible. Mais par contre, je pense que moi, en fait, de la position, le but de Korokone, il était valable. Parce que même avec le ralenti, je pense qu'avec la ligne du terrain, il me semblait qu'il était valable. Mais bon, voilà, je leur envoie toutes mes forces et beaucoup de soutien pour cette saison. Avec peut-être donc des retrouvailles la saison prochaine en Super League. 6e journée de Challenge League, donc également au programme ce week-end. On a vu déjà par l'image le premier résultat, à savoir la victoire de Lausanne. Du côté du Stade de Genève, on fait le tour des autres résultats avec vous, Loïc. Oui, exactement. On se plonge tout de suite dans les autres résultats de cette 6e journée. Servette, Lausanne 0, on l'a vu. Rapperswil qui s'impose face à Haro. Winterthur, Schaffhouse 1 partout. Chiasso qui est défait à la maison par Ville. Et Vaduz et Kriens qui se séparent sur un match nul 2-2. Au côté du classement, on l'a dit, Lausanne Sport qui a creusé l'écart par rapport à Servette, mais Ville et Rapperswil restent tout de même en embuscade à 13 et 12 points, Servette à 9 points, et en toute fin de classement, Chiasso et Haro à 6 points, et Haro, bien sûr, a toujours aucun point au classement. La Challenge League qui va également marquer une pause, prochaine journée dans 3 semaines. On en reparlera évidemment d'ici là. Prochain studio en ce qui nous concerne, c'est dans un tout petit moment avec la Serie A. 3e journée de Serie A, la Sampdoria face à Naples à partir de 20h. Et ce sera avec Laurent Antonioli et Nestor Soubiat. Et puis n'oubliez pas, demain, 19h, le lundi, match après match qui ne fait pas de pause. Donc même quand il y a l'équipe nationale, match après match a lieu. Merci beaucoup Jean-Pierre Nsamé d'avoir été des nôtres. Merci à vous, c'était un plaisir. On va se recroiser d'ici là, mais on vous souhaite d'ores et déjà bonne chance pour cette campagne européenne. Merci. Et on sera présent au Stade de Suisse le 19 pour le premier match contre Manchester. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Claude Gross,
Bonne fin de journée. Merci. À très bientôt également sur ce plateau. Loïc Refait, à vous aussi. À tout bientôt. À tout bientôt. Il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous, à vous donner donc rendez-vous pour la Serie A d'ici quelques instants pour la suite du programme. Et puis vous le savez, le sport, ça continue sur Téléclub, où que ce soit. Très belle fin de journée dominicale à vous et à très bientôt.